Allô les gars, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien et que la journée se passe bien. Ravi de vous revoir pour cette séance-là. Donc, la dernière fois, on avait commencé la mise en place justement de notre environnement. On a passé toute la séance dernière à travailler sur Dart, donc les bases justement de Dart. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure avec Flutter. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde a pu mettre en place son environnement? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu toujours avoir leur environnement Flutter fonctionnel? N'hésitez pas à lever la main pour intervenir. Oui, Mamadou, c'est quoi le souci? C'est ton premier coup. La dernière fois, tu n'étais pas là. La dernière fois, j'avais donné toutes les directives pour mettre en place l'environnement flotteur. Je suppose que si tu as raté la séance de la dernière fois, puisque ça fait partie justement en fait d'une continuité, la moindre des choses, c'est de voir avec les autres qu'est-ce qu'ils sont justement en fait fait. Ça vous permet d'avoir un compte rendu de ce qu'on a eu à faire. Bon, là, ce que je vais faire, c'est juste donner des directives. On ne peut plus totalement revenir là-dessus. D'accord, vous allez m'excuser, le timing, il est vraiment assez serré. Donc, je vais rapidement juste donner les directives par rapport à comment mettre en place l'environnement et on va continuer avec le cours en profondeur. Donc, pour la mise en place de l'environnement flotteur, vous allez sur le site officiel, donc flutter.dev. Et sur ce site-là, vous retrouvez en fait tout ce que vous cherchez sur Flutter. Donc, vous avez toutes les informations justement ici. Quand vous cliquez sur Get Start, le Get Start vous redirige vers cette interface-là où vous allez justement en fait mettre en place votre environnement. Donc, c'est vraiment en fait un tutoriel sur cette interface-là. Dans un premier temps, on vous demande en fait votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, je clique donc sur Windows. Là, ensuite, on me demande la plateforme sur laquelle je fais du développement. Donc là, c'est du Android. Et ensuite, donc là, vous avez des informations donc, par rapport donc, à la mise en place. Donc déjà, on vous donne ici les caractéristiques minimales pour mettre en place Flutter. Et juste après, donc, vous avez ici les différents outils à utiliser justement pour le téléchargement. Donc, si vous ne vous en sortez pas en anglais, vous n'avez juste en fait qu'à convertir toute la page en français pour vous aider pour la mise en place justement de votre environnement Flutter. Donc, essayez de suivre ceci et vous devez normalement pouvoir vous en sortir. Lorsque vous le faites et que vous avez des problèmes, puisqu'on est dans le but, n'hésitez pas à lever la main et m'interpeller. Oui, Philippe. Oui, Philippe, tu es là? OK, bon, peut-être que c'est une erreur. Donc, ceux qui n'ont pas encore l'environnement, vous suivez dans ce tutoriel-là donc, pour la mise en place. Alors, donc pour ce cours-là, nous allons dans un premier temps comprendre déjà comment est-ce que le flotteur en fait il fonctionne
Et ensuite, donc, nous allons initialiser un projet flotteur et parcourir donc le projet flotteur et apprendre donc les différents composants donc, qui interviennent dans Flotteur. Oui, Philippe, tu as un problème de connexion, d'accord. Dès que ta connexion est OK, n'hésite pas. Active juste ton micro et dis-moi ce que tu avais à dire. Donc, dans un premier temps, nous allons donc comparer justement en fait Flutter à d'autres langages de programmation. Donc, comme vous le savez, Flutter, dans un premier temps, c'est… Oui, Philippe. Ok, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, ça va? Oui. Bon, Dis-moi. j'avais une question sur le coup passé. Oui, dis-moi. Au niveau du constructeur, là, Oui, au niveau vous des avez utilisé, constructeurs. vous avez utilisé un type de constructeur. Bon, à un moment, j'ai pu utiliser un constructeur, on fait souvent le constructeur de redirection. Je ne sais OK. pas si c'était le type de constructeur. Parce qu'avec la fin, ma connexion avait un peu de connexion. Je n'ai pas trop suivi la partie, mais je voyais des images, mais je n'ai pas trop compris si c'était le même constructeur. OK, oui, c'est le même constructeur. Le constructeur qu'on a utilisé la dernière fois, c'est directement pour initialiser donc les données. À l'intérieur du constructeur, on pas directement les paramètres et on match directement, mais c'est justement des constructeurs nommés qu'on a utilisé la dernière fois. Ok, dans ce cas, ce n'est pas le constructeur de redirection. Parce que j'ai Non, une c'est pas fois le entendu constructeur. parler de ça en date. Ouais, non, c'est pas le constructeur de redirection, c'est plutôt le constructeur nommé qu'on a utilisé. Ok. Et en plus de ça, au niveau du Hmm. polymorphisme, Oui. est-ce qu'en date, il y a la possibilité de switcher les méthodes dans une même classe? Ouais, il y a la possibilité d'avoir plusieurs constructeurs dans une même classe. Par contre, en fait, il faut le déclarer en fait autrement. Bon, alors, ce que je vais faire, est-ce que là, vous avez mon écran? Tu as mon écran là? Oui, bon, mais pas totalement. La connexion n'est pas trop bonne aussi. Ah, ok, c'est pas… Ok, d'accord. Là, je vais essayer de revenir sur ce qu'on faisait la dernière fois. Alors, est-ce que j'ai… Ah, où est-ce qu'on avait mis ça déjà? Tac, 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 tac. Je pense que j'avais créé un dossier MIAB à temps. Tac, 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 tac. Ah, attends. Alors, non, attends, là, je pense que peut-être je vais le retrouver ici. Ok, ouais, parfait. Good. Ok, donc là, en réalité, justement, regarde, là, par exemple, je ne sais pas si ta connaissance te permet justement, en fait, de bien voir, mais justement, en fait, à l'intérieur, on avait trois Oui. paramètres. On a justement, en fait, trois constructeurs plutôt. On a ce constructeur, en fait, là, par défaut, qui nous permet de pouvoir créer, en fait, un objet, en fait, de la classe car sans justement, en fait, passer des paramètres. Nous avons donc, en fait, ici, un deuxième constructeur. Donc, pour, en fait, déclarer, en fait, un deuxième constructeur avec Dart, il faut reprendre justement le nom de la classe, mais ici, en fait, nommer justement le constructeur. Il faut lui donner en fait un nom. Donc, le second constructeur, en fait, à créer. Donc, en date, lorsque vous voulez justement créer un second constructeur dans votre classe, vous n'avez juste justement en fait, à mettre le nom de la classe. Ensuite, vous mettez un point et vous mettez donc ici le nom que vous voulez. Donc, pour ce constructeur-là. Donc là, je pouvais bien l'appeler second constructor, par exemple. En termes d'exemple, je peux l'appeler second constructeur. C'est un nom justement en fait que je donne à mon second constructeur, à même second constructeur. Donc, ce qui veut dire que c'est dorénavant lui que je vais utiliser donc, pour pouvoir créer en fait les objets. Donc, on peut également ici en avoir trois ou plusieurs. Donc, en Dart, on peut justement en fait avoir plusieurs constructeurs en fait dans la classe. Tout dépend justement en fait des noms en fait qu'on donne pour après l'utilisation. C'est bon? OK. Bon, peut-être que la connexion est encore partie. Alors, donc je disais que dans le monde justement de la programmation mobile, vous avez plein d'autres frameworks, d'accord, entre autres, et vous retrouvez donc justement en fait du flotteur. Donc pourquoi justement en fait du flotteur? Nous allons donc rapidement faire une petite comparaison avec le flotteur et les autres langages et les autres en fait frameworks de développement mobile en fait qu'on a donc aujourd'hui sur le marché. Donc déjà ici, il faut retenir que flotteur au début, donc, il s'appelait Sky, d'accord? Et lors de sa première apparition au Dart Developer Summit 2015, donc en vrai,
la première, justement, en fait, apparition de Flutter, d'accord, sur le nom de Sky est apparue en 2015, d'accord, par celui que nous appelons, en fait, Eric Seidel. Et ensuite, il a donc changé de nom, il a muté vers le nom officiel, donc qui est Flutter en 2016. Donc, la première version vraiment de Flutter est sortie donc en 2016. Ensuite, justement, nous étions sur une version bêta et la première version alpha a vu donc le jour en 2017. Donc, à partir de là, nous avons eu donc ici une amélioration donc, de la technologie jusqu'à aujourd'hui en 2025 où nous disons vraiment que nous avons atteint vraiment une version assez mature de notre framework Flutter. Alors, il faut savoir que lorsqu'un framework, justement, en fait, vient sur le marché, c'est pour régler des problèmes ou pour résoudre, justement, en fait, des problèmes qui existent. Depuis le début du framework Flutter, il était destiné à offrir une meilleure expérience à l'utilisateur grâce à une exécution de haute performance. Mais ce n'est pas ça la seule promesse de Flutter. L'expérience de développement était également axée sur la résolution de certains problèmes de développement de plusieurs plateformes. Donc, nous avons comme problème les cycles de développement plus longs et plus coûteux, l'apprentissage de plusieurs langages de programmation, le temps de construction et de compilation long et l'effet secondaire des solutions cross-plateforme existantes. Donc, en termes de cycle de développement plus long et plus coûteux, lorsque vous partez justement en fait sur des technologies en fait natives, d'accord, que ce soit en fait en développement Android ou en développement iOS, lorsque vous voulez mettre en place en fait une application, vous êtes donc obligé de prendre deux équipes distinctes parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment facile de trouver en fait un développeur qui est bon en développement natif en fait Android et également en développement natif donc iOS. La plupart du temps, vous retrouvez des développeurs natifs en fait Android et d'autres côtés dans des développeurs natifs iOS. Donc, ce qui fait que pour une application, s'il faut justement en fait avoir la version Android et iOS, il va donc falloir ici deux équipes distinctes. Donc, une équipe dédiée au développement Android et une autre donc dédiée au développement iOS. Donc, ce qui rend en fait le cycle de développement plus long et plus coûteux parce qu'il y aura justement plein de développeurs là-dessus. Ensuite, en termes d'apprentissage de plusieurs langages de programmation, lorsque nous faisons justement, nous faisons justement en fait du développement, d'accord, et qu'on veut justement en fait développer plusieurs plateformes, on est donc obligé ici donc d'apprendre pas mal donc de langages de programmation. Parce que si aujourd'hui je fais du développement Android, qui se fait aujourd'hui soit avec du Java ou du Kotlin, et que du jour au lendemain je veux justement faire du développement mobile mais orienté iOS, il va falloir que j'aille apprendre donc Swift. Donc, Flutter, en fait, intervient ici pour résoudre ce problème-là. Donc, à partir d'une seule base de code, donc écrit en Dart, on a donc la possibilité justement de pouvoir générer la partie iOS et la partie donc Android. Ensuite, nous avons donc le temps de construction ou de compilation longue. Donc, avec certaines technologies, vous allez remarquer que le temps justement de compilation est beaucoup plus long parce que derrière, il y a pas mal de choses en fait qui sont prises en compte. Et le problème également que Flutter voulait résoudre, c'est l'effet justement secondaire des solutions cross-platform existantes. Donc, que ce soit React Native, Xamarin, Ionic et Cordova, ils avaient justement en fait des manquements. Donc, en 2017, lorsque Flutter en fait arrivait, c'est justement pour résoudre en fait les manquements que nous avons déjà au niveau donc, de ces frameworks-là. Donc, vous pourrez donc penser qu'il est facile pour un nouveau framework, donc comme Flutter, de trouver sa place sur un terrain, un champ déjà plein. Donc, Flutter a des avantages qui se créent de la place pour lui-même. Donc, avec Flutter, nous avons une performance élevée de nos applications, un contrôle total de l'interface utilisateur. Aujourd'hui, vous allez remarquer, pour ceux qui ont déjà un peu vu certaines applications faites avec du Flutter, vous allez vraiment remarquer qu'avec du Flutter, en fait, on a la possibilité de créer des interfaces utilisateurs vraiment assez fluides, d'accord, et tellement optimisées, d'accord. Donc, grâce justement en fait au contrôle total que nous avons sur l'interface utilisateur. Ensuite, nous avons donc le langage Dart qui est là, qui est vraiment puissant. Le framework est soutenu par la grande firme, donc Google. Le framework, il est open source et il y a plein justement en fait de ressources pour les développeurs et plein d'outils pour justement aider les développeurs à travailler donc sur du Flutter. Alors, nous allons également parler du rendu justement en fait du Flutter. L'un des principaux aspects qui rend Flutter unique est la manière dont il fait apparaître les composants visuels à l'écran. Donc, l'interface justement en fait que nous obtenons lorsque nous codons en fait du Flutter, derrière comment ça marche, nous avons justement en fait l'application mobile, donc une application bêta. Je prends un exemple. Nous prenons par exemple l'application prenons une application qui s'appelle par exemple Airbnb, d'accord? Et supposons que Airbnb justement en fait est basé sur du Flutter. Lorsque nous prenons en fait l'application Airbnb,
derrière l'application, qu'est-ce qu'il fait? Il communique avec ce que nous appelons en fait la plateforme SDK. Donc, à l'intérieur de la plateforme SDK, vous retrouvez justement tous les outils qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Donc, avec du flotteur, à l'intérieur de SDK, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez donc les services comme la caméra, la localisation, le Bluetooth, etc. Mais vous avez également donc les composants pour le rendu du Canva et également donc les traitements des entrées utilisateurs. Donc, le SDK de la plateforme comme du flotteur peut être considéré comme l'interface entre les applications et le système d'exploitation et les services. Chaque système fournit son propre SDK avec ses propres capacités et est basé sur un langage de programmation. Nous avons par exemple Kotlin Java pour le SDK Android et Swift Objective-C justement pour le SDK de iOS. Il faut savoir justement que dans la plupart justement des frameworks qui nous permettent de faire du développement mobile, d'accord, comme Ionic, Xamarin, etc., vous avez certaines technologies qui sont basées sur le web. Lorsqu'une technologie est basée sur le web, comment est-ce que ça marche? Derrière, nous avons un composant que nous appelons en fait le WebView. Donc, ce qui veut dire que derrière, quand vous faites en fait, vous utilisez par exemple React Native, d'accord, pour faire du développement mobile. React Native, c'est du HTML en réalité que vous écrivez. Ce sont des technologies web en réalité. C'est du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, derrière, lorsque vous écrivez concrètement en fait ce script-là, qu'est-ce qui se passe? Il utilise en fait ce que nous appelons un composant, donc WebView, qui est justement consommé par votre application mobile. Donc, au niveau donc des SDK, justement, de cette technologie-là, votre application mobile, en fait, communique directement avec une WebView. Donc, c'est la WebView, en fait, qu'elle consomme, ce qui permet donc d'avoir ici un rendu dans sur le mobile. Maintenant, après, pour aller communiquer avec les services comme la caméra et tout ça, il y a donc ici une passerelle qui vous permet de pouvoir aller communiquer donc avec ces éléments. De l'autre côté, vous avez des frameworks en fait comme Xamarin, d'accord, qui sont basés sur ce que nous appelons en fait des widgets OOM. Donc, à l'intérieur de la plateforme, par exemple, de Xamarin, vous retrouvez en fait des widgets OOM qui sont justement en fait des composants natifs en fait du téléphone. Donc, ce qui veut dire que votre application, pour communiquer justement avec la plateforme SDK, va aller chercher donc ici ces widgets-là. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours en fait ici une passerelle pour aller donc récupérer les informations. Maintenant, lorsque vous prenez en fait le framework flotteur, le framework flotteur, lui, quant à lui, ne se base pas sur la plateforme en fait SDK pour aller récupérer les éléments, mais lui-même en fait, il embarque en fait ces widgets. Donc, ce qui veut dire que tout ce dont vous avez besoin pour concevoir en fait votre interface, c'est directement en fait incorporé dans le framework en fait flotteur. Donc, ce qui veut dire que votre application mobile, d'accord, directement embarque les différents composants qui sont donc les widgets, les rendus en fait et les événements. C'est uniquement pour ici aller chercher la communication avec les services comme la caméra, le Bluetooth, etc., qui place donc ici par un intermédiaire, donc un canal donc de communication. Donc, ce qui fait que justement en fait avec Flotteur, on a donc la possibilité de totalement en fait personnaliser notre interface et faire dans ce que nous voulons. Alors, lorsque nous parlons donc de flotteur, il faut dire que la notion d'accord principale qui intervient lorsque nous parlons vraiment du développement flotteur, c'est la notion de widget. Qu'est-ce que nous appelons donc un widget? Il est essentiel de comprendre les widgets si vous voulez travailler avec du flotteur. Vous savez que Flotteur prend le contrôle du rendu et fait avec l'extensibilité et la personnalisation avec l'intention d'ajouter de la puissance entre les mains du développeur. Voyons comment Flotteur applique l'idée des widgets au développement. Il faut ici en fait voir un widget comme ici un composant. Lorsque vous travaillez par exemple avec du HTML ou avec du CSS, prenons juste HTML, vous avez ce que nous appelons en fait les balises justement. Et les balises ici vous permettent de faire ici pas mal d'interactions. Donc, afficher un test, afficher une image, etc., etc. Lorsque vous prenez également du flotteur, vous avez donc la notion de widget qui est ici donc comme un composant et qui vous permet ici de pouvoir effectuer donc pas mal de choses. Mais dans notre cas, en flotteur, les widgets ne s'arrêtent pas uniquement aux composants visuels. Donc, ce qui veut dire que les widgets ne vous permettent pas uniquement d'afficher, par exemple, sur votre interface, un formulaire ou de vous afficher en fait une image, nanana, mais les widgets, en fait, ils vont un peu plus loin que ça. Les widgets ici vous permettent de gérer en fait le style. Donc, ce sont en fait les couleurs que vous voulez rajouter, d'accord? Ou encore, par exemple, les images de fond, etc. Vous manipulez toujours ce que nous appelons en fait les widgets. Donc, nous disons que en widget, en fait, en flotteur, tout est presque en fait widget. Donc, tout ce que nous faisons
En fait, en flotteur, c'est plus donc de la manipulation donc, de widgets. Donc, il est très, très, très important, donc primordial, de comprendre réellement comment est-ce que ces widgets marchent et derrière, quelles sont donc les différentes catégories de widgets que nous avons. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je peux continuer. Oui, Alexis. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Désolé, j'aimerais D'accord. savoir si les cours là seront en ligne dans YouTube. Euh, la vidéo, c'est ça, l'enregistrement, c'est ça? Oui. Oui, oui, c'est enregistré. Après, je pense qu'ils vont mettre à disposition l'enregistrement sur YouTube. Ok, merci, c'était ça ma question. Oui, pardon, Fatoumata. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? Au fait, je voudrais savoir, c'est quoi Oui, dis-moi. l'importance, l'objectif principal même des flotteurs là? L'importance de... Je sais pas bien, L'objectif principal, l'objectif les principal flotteurs. de Flotteur, c'est ça? Oui. C'est tout simplement de nous permettre de créer des applications. Si tu veux créer aujourd'hui une application, tu vas te baser en fait sur des technologies. Soit tu vas faire en fait du natif. Aujourd'hui, on a plusieurs moyens de pouvoir développer des applications mobiles. Soit tu fais en fait du développement Android, donc pur, avec du Kotlin ou du Java, donc ce qui te permet derrière de pouvoir avoir une application mobile Android uniquement. Soit tu vas peut-être apprendre le langage en fait Swift qui va te permettre de pouvoir développer des applications pour iOS. Maintenant, l'objectif ou l'avantage en fait avec du flotteur, c'est que lorsque tu vas en réalité écrire une application en flotteur, tu vas avoir la possibilité d'avoir automatiquement la version iOS et également donc la version Android. C'est bon, tu as compris? Oui, j'ai compris. D'accord, Merci. parfait. Je t'en prie. Romaric, tu dis que tu n'as pas bien compris l'utilisation des widgets. Bon, jusque-là, j'ai juste expliqué de manière globale les widgets. On va plus en rentrer en profondeur tout à l'heure lors des pratiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous parlons de flotteurs, la notion principale ou justement, en fait, ce que nous manipulons, ce sont ce que nous appelons en fait les widgets. En pratique, nous allons tout à l'heure voir que les widgets, en fait, c'est juste en fait des classes en fait qui sont instanciées. D'accord? Les widgets, j'ai pris ici l'exemple de HTML. Si nous voulons en fait afficher un test, par exemple, tu vas peut-être soit utiliser la balise H1, la balise H2, etc. Donc, justement, en fait, en HTML, on parle de balises justement pour afficher en fait des éléments sur l'interface. Donc, en flotteur aussi, pour justement afficher des éléments sur l'interface ou faire en fait d'autres choses, on utilise ce que nous appelons en fait des widgets. Donc, en fait, c'est vraiment ça, les widgets. Maintenant, en fait, plus loin, nous verrons en fait qu'il y a justement plusieurs types de widgets en fonction donc, de ce qu'on peut faire. Et ici, la différence un peu, d'accord, de widgets par rapport à, par exemple, les balises en fait en HTML, c'est que ici, ces widgets-là te permettent justement de gérer l'aspect visuel, mais également donc l'aspect style. Donc ici, avec les widgets, on va par exemple pouvoir afficher donc du contenu, d'accord, sur notre page de notre application. Mais justement, avec ce widget-là, on peut également ici personnaliser en fait ce que nous sommes en train d'afficher. Par exemple, lui dire qu'il va prendre en fait la couleur, il aura un fond d'écran rouge avec un texte blanc à l'intérieur. Peut-être pour la bordure, on va mettre une bordure arrondie, etc., etc. Donc, c'est toujours les widgets en fait qui nous permettent de faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en flotteur, il faut réellement donc comprendre la portée justement en fait de ce que nous appelons les widgets. Les widgets, en fait, ils vont vraiment plus loin que l'aspect visuel. Il peut te permettre en fait de faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, donc, il y a également deux caractéristiques qu'il faut noter lorsque nous parlons donc de widgets. Nous parlons ici de l'aspect composabilité et de l'aspect immuabilité. Lorsque nous parlons de composabilité, c'est le fait que nous avons la possibilité justement de pouvoir ici utiliser, d'accord, deux ou trois widgets justement pour en créer. Il y a déjà en fait des widgets qui sont déjà, on va dire, intégrés et disponibles en fait en flotteur, d'accord, mais vous avez également la possibilité en fait de créer vous-même vos propres widgets. Je peux créer par exemple un widget qui s'appelle widget X, d'accord, et ce widget-là va être plus en fait une combinaison des widgets en fait qui sont disponibles en flotteur. Supposons on a en fait un widget qui s'appelle test qui affiche en fait du test uniquement.
Vous avez un autre widget qui s'appelle Image, qui affiche uniquement en fait des images. Si moi, je veux avoir justement en fait un composant personnalisé qui affiche en même temps du texte et de l'image, j'ai donc la possibilité justement en fait de pouvoir combiner ces deux widgets-là et leur comportement va me permettre ici d'avoir ici un widget donc personnalisé affichant donc une image et également donc un texte. Alors, donc, continuons avec l'autre caractéristique qui est ici ce que nous appelons l'immuabilité. Flutter est basé sur le style de programmation réactive où les instances de widgets sont de courte durée et modifient leur description. Il réagit donc aux changements et propage ces changements aux widgets qui le composent et ainsi de suite. Un widget Flutter peut être associé à un état et lorsque l'état associé change, il peut être reconstruit pour correspondre à la représentation. Ici, lorsque nous parlons donc ici d'immuabilité, donc c'est le fait que nous avons donc l'élément, d'accord, concrètement qui ne change pas, d'accord, mais justement en fonction de la manière dont vous l'utilisez, vous avez donc la possibilité d'intégrer ce que nous appelons en fait ici un state, donc un état, pour qu'il puisse donc changer. Dans ces caractéristiques-là, nous allons plus parler de ça côté pratique. Alors, donc tout à l'heure, je disais que la notion principale, donc incontournable en Flutter, il s'agit de ce que nous appelons en fait les widgets. Donc, on nous dit en fait tout est widget en Flutter. Les widgets sont partout dans une application. Peut-être que tout n'est pas widget, mais presque tout l'est. Même l'application est un widget dans Flutter. Et c'est pourquoi ce concept est si important. Un widget représente une partie de l'interface utilisateur, mais cela ne signifie pas que c'est seulement quelque chose de visible. Donc, comme je le dis, on peut effectivement utiliser en fait un widget donc pour afficher d'accord quelque chose sur la page, mais on peut également d'accord l'étendre donc à d'autres fonctionnalités. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il peut s'agir donc de l'un des éléments suivants. Donc, un widget peut être un élément visuel ou structurel de base, donc tel que les widgets buttons et texte qui nous permettent d'afficher un bouton, d'accord, et un texte. Ça peut également être un élément spécifique à la mise en page qui peut définir la position, les marges ou le remplissage comme le padding ou le widget padding. Donc, même ici, pour gérer en fait les espacements, on utilise encore ce que nous appelons en fait les widgets. Par exemple, vous êtes en train de travailler, je reviens encore en HTML, CSS, vous êtes en train de travailler en fait avec du HTML. Si vous voulez justement faire de l'espacement, vous n'allez pas en fait utiliser une balise HTML. Vous allez en fait faire ici appel au CSS justement pour ça. D'accord? Mais ici, en fait, en Flutter, on nous dit que lorsque nous utilisons justement du widget pour afficher un contenu sur la page, même pour lui rajouter en fait un espacement, d'accord, que ce soit en fait ici un espacement intérieur, donc un padding ou un espacement extérieur, on va toujours manipuler ce que nous appelons donc les widgets. Et dans ce cas, nous avons un widget padding qui nous permet par exemple de pouvoir faire ça. Et un widget peut également être un élément de style qui peut aider à colorier ou à thématiser un élément visuel ou structurel. Donc, même pour donner une couleur à un élément ou une couleur de fond à un élément, on utilise toujours ce que nous appelons donc des widgets. Donc là, par exemple, on a un widget appelé donc thème qui nous permet donc de pouvoir faire ça. Et un widget peut également être un élément d'interaction qui permet de répondre aux interactions de différentes manières. Donc, il y a certains widgets en fait, ou certains éléments. Par contre, sur certains éléments, nous avons par exemple certains éléments en Flutter qui ne sont pas, d'accord, cliquables, donc qui n'intègrent pas directement en fait l'option de clic. Quand vous prenez par exemple le widget test, tout ce qu'on peut faire avec ce widget-là, c'est d'afficher justement en fait un test sur la page. Maintenant, dès lors que nous voulons justement rendre ce test-là cliquable, nous allons encore utiliser ce que nous appelons donc un widget. Donc, on a un widget spécial qui nous permet justement de pouvoir changer le comportement de notre widget afin donc d'activer ici donc l'option donc de clic donc sur ce widget-là. Donc, il faut vraiment voir le widget en réalité comme quelque chose vraiment de global, d'accord, en Flutter et qui nous permet en fait de faire pas mal de choses. Donc, non seulement la possibilité donc d'afficher donc des éléments sur la page, donc des éléments visuels, mais également nous permet ici d'ajouter le côté style ou encore donc la partie donc structurelle justement de notre application. Les widgets sont des éléments de base d'une interface. Pour construire correctement une interface utilisateur, Flutter organise les widgets dans une arborescence de widgets. Alors, au niveau de l'arborescence, je pense que c'est partout dans toutes les technologies que vous retrouvez. En HTML, par exemple, on parle justement en fait ici du squelette HTML. Lorsque vous êtes en train de faire du HTML, je prends toujours HTML comme exemple parce que
C'est vraiment la base en termes de développement et je suis sûr que tout le monde dans ce mythe-là a déjà fait en fait du HTML. D'accord? Lorsque nous faisons en fait justement du HTML, quand vous prenez la structure en fait de base d'un code HTML, vous retrouvez quoi? Vous avez justement en fait la balise HTML. À l'intérieur de la balise HTML, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez justement la balise body et la balise head. Donc, ce qui veut dire que l'élément parent HTML a deux enfants. Il a l'enfant body et il a également donc l'enfant head, n'est-ce pas? À l'intérieur de la balise head, vous retrouvez justement en fait d'autres balises. Donc, ça nous fait justement ce que nous appelons ici une arborescence. Donc, l'élément parent qui est tout en haut, c'est la balise HTML. Lorsque nous descendons, nous avons l'enfant body et l'enfant head. Lorsque nous rentrons dans body, c'est là que nous retrouvons justement nos balises classiques. Donc, H1, la balise P, la balise aside, la balise section, la balise div, etc. D'accord? Et au niveau donc de head, vous avez par exemple la balise link, meta, etc. Maintenant, lorsque vous êtes dans la balise body et que vous avez justement en fait des enfants qui émanent de la balise body, par exemple, vous avez la balise header, la balise nav, la balise div, etc. À l'intérieur justement de ces balises-là, vous retrouvez encore d'autres balises enfants. Donc, en réalité, ça forme ce que nous appelons une arborescence de balises. Donc, de la même manière, en flotteur, nous avons également une arborescence donc des widgets. Donc, tout en haut, vous retrouvez un widget de base et à l'intérieur donc de ce widget de base, vous avez donc ici donc des widgets enfants qui peuvent également eux aussi avoir donc d'autres widgets. D'accord? Donc, concrètement, tout à l'heure, dans la partie, vous allez voir que justement, ce que nous utilisons, en fait, c'est vraiment structurel et formé donc en arborescence. Donc, l'arborescence, c'est là que les widgets prennent vraiment vie. L'arborescence de widgets est la représentation logique de tous les widgets de l'interface utilisateur. Il est calculé pendant la mise en page et les tests. Et c'est ce que Flutter fait le mieux. En utilisant de nombreux algorithmes d'optimisation, il tente de manipuler l'arborescence aussi peu que possible. Alors, ce qui est intéressant avec l'arborescence de Flutter, c'est que lorsque vous êtes justement en train de travailler sur une interface, justement, qui est structurée en arborescence, vous avez ce que nous appelons le road reload. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois lorsque nous parlons justement de la compilation dite, d'accord? C'est lorsque vous êtes en train justement de travailler sur une application et que vous avez déjà lancé en fait votre compilation pour la première fois. Le rendu, vous l'avez déjà. Maintenant, lorsque vous êtes en train de modifier votre code et que vous voulez que ça s'applique directement en fait sur votre interface, vous n'avez pas besoin justement de recompiler toute votre application. Vous allez en fait uniquement actualiser. Donc, en Flutter, nous l'appelons en fait le road reload. Vous avez la même chose lorsque vous faites du développement Android, etc. Et lorsque nous faisons en fait justement du road reload, l'importance en fait justement de notre arborescence, c'est que si j'ai justement en fait une page qui comporte en fait toute cette arborescence-là de widget et que je suis justement en train de compiler mon application, donc j'ai déjà en fait le rendu de mon application à côté et que je fais une modification, d'accord, pour ce widget-là, peut-être je change la couleur de ce widget qui est tout en bas. L'optimisation derrière avec l'algorithme qui est mis en place au niveau des arborescences de widgets, c'est que derrière, Flutter en fait ne recompile pas toute votre interface. Il va en fait uniquement compiler en fait ce widget-là qui vient de changer. Donc, ça permet justement d'améliorer la performance. Parce que s'il faut justement en fait recompiler toute l'interface, ça va prendre du temps pour le rendu. Donc, avec l'arborescence donc des widgets, il y a justement en fait un algorithme d'optimisation qui est intégré donc en Flutter qui permet justement de mieux réactualiser donc les données sur la page. Donc, ce qui permet effectivement donc d'aller vite. Alors, Hello Flutter. Pour créer un projet Flutter, nous avons donc plusieurs manières de le faire. Je peux donc directement partir de ma ligne de commande, donc de mon terminal. D'accord? Vous avez la commande Flutter create qui est disponible lorsque vous avez justement en fait l'environnement de Flutter mis à disponibilité sur votre machine dans votre environnement. Vous avez donc la commande Flutter qui vous permet effectivement de pouvoir lancer donc les commandes Flutter, créer des applications ou exécuter justement des applications Flutter. Ça, c'est une première possibilité. Soit la seconde possibilité, c'est d'utiliser donc ici votre éditeur de code. Donc, si vous êtes en VS Code, vous avez la possibilité de créer directement un projet Flutter avec le VS Code. Soit si vous êtes avec du Android Studio, j'ai donc la possibilité donc de créer un projet Flutter si j'ai donc le plugin donc de Flutter donc installé. Alors, donc,
Pour ceci, nous allons prendre VS Code. Donc, pour ceux qui ont justement en fait le flotteur intégré dans leur VS Code, vous avez donc ici l'option View de votre VS Code. Ceux qui sont en français, je pense qu'ils doivent avoir affichage ou quelque chose comme ça. Donc, quand vous prenez ça, vous avez justement la première option qui est commande palette. Donc, la palette de commandes. Quand vous cliquez dessus, vous avez une barre de recherche qui sort comme ceci. Vous avez juste en fait qu'à taper flotteur. Quand vous tapez flotteur, vous avez la première option qui est New Flotteur. Quand je clique dessus, il me demande ce que je vais créer. Est-ce qu'il s'agit en fait d'une application? Alors, lorsque je prends cette option, il va créer une application et me ramener en fait ici un code d'exemple. Lorsque ici je prends Empty Application, il va me créer une application flotteur, mais toute simplement vide. Ici, vous avez donc un skeleton, donc un élément, un composant en fait justement de votre application. Ça peut être une liste view, tout ce que vous voulez, un module, un package ou encore un plugin. Donc, là, par exemple, là, je prends la première option qui est application et il va donc me demander où est-ce que j'aimerais justement en fait stocker donc mon application. Alors, je pense que j'avais créé un dossier appelé Miabe Hackathon. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. Parfait. Donc, je sélectionne justement le dossier. Et ensuite, donc, il me demande donc le nom de mon application. Donc là, par défaut, il a mis Footer Application 1. Donc là, je peux le changer. On va peut-être l'appeler. Alors, je vais l'appeler App Training. App Training. Et je fais donc entrer. Alors, il faut aussi remarquer quelque chose. Au niveau donc des namings que nous donnons à notre application, déjà, vous allez remarquer que le Footer Application 1 qui vous a mis, vous n'avez pas justement en fait des lettres majuscules. Donc là, en fait, c'est vraiment la nomenclature justement utilisée en fait par Flutter. Donc, que ce soit le nom de votre application, d'accord, ou également dans la création des fichiers à l'intérieur de votre projet, vous allez opter pour ce que nous appelons en fait une snake case. Donc, la nomenclature snake case vous dit que à l'intérieur donc de ce que vous êtes en train de créer, toutes les lettres en fait doivent être en minuscules, d'accord? Et si vous avez justement en fait des compositions de noms, vous avez juste en fait qu'à les séparer de ce que nous appelons donc les underscores. Donc là, j'ai deux noms composés, donc app et training. Donc pour les séparer, je mets donc ici un underscore donc entre app et training. Et ensuite, donc je fais entrer. Et il va donc exécuter le script donc, de création de mon projet flotteur. Donc là, j'attends. Et lorsque tout est OK, vous devez donc a priori obtenir ceci. Oui, est-ce qu'il y a une question? Oui, Nice for. J'espère que je prononce bien le nom. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, j'aimerais demander, ça va. J'aimerais demander la génération qui peut être faite là. Est-ce que ça se fait hors ligne? Non, c'est en ligne que ça se fait. Ok. Ok. C'est en ligne que ça se fait. C'est bon? Oui. OK, donc voilà comment est-ce que nous créons donc notre application flotteur. Donc la seconde possibilité, c'est de lancer en fait votre terminal, d'accord? Vous vous assurez de vous positionner à l'intérieur de votre dossier. Là, par exemple, si je reviens toujours là, alors, est-ce que c'est sur le bureau que j'avais mis mon dossier formation? Parfait. Donc, dans votre terminal, vous vous assurez justement en fait d'être dans le dossier en fait dans lequel vous voulez justement créer le projet. Et là, par exemple, je peux donc faire ici un footer create. Et là, donc, je mets donc le nom de mon application. Donc là, on peut l'appeler app. Et là, on peut mettre training 2, puisque j'avais déjà un app training. Donc, si je fais app training 2, je lance. Donc, il va créer également ici une nouvelle application, donc appelée app training 2. Donc, quand je retourne dans mon dossier, alors, je vais ici, formation, voilà. Donc, le App Training 2 qui vient de créer donc, à travers le terminal, donc vous l'avez ici. Maintenant, à vous de justement l'ouvrir donc dans votre VS Code. Lorsque nous créons donc le projet, nous avons donc ici cette architecture que donc, nous obtenons, donc la structure en fait de code. Nous avons donc un dossier appelé Dart Tool. Donc, ça, ce sont pour les outils justement nécessaires donc, pour Dart.
Nous avons ici le dossier .ide. Donc, ça dépend justement de votre éditeur de code. Les composants à l'intérieur peuvent être différents. Vous avez principalement, donc, pour le projet flotteur, un dossier Android, un dossier iOS, un dossier libre, un dossier Linux, un dossier macOS, un dossier test, un dossier web, un dossier Windows. Alors, les dossiers Android, iOS, Linux, macOS, web et Windows, ce sont justement en fait des dossiers correspondant au système d'exploitation. Donc, je pense que je ne l'ai pas. Qui a le micro activé? Oui. Il y a une question? Oui, Fatoma, tu as une question? Oui, je t'écoute. Vous n'avez pas mon écran ou pas? Elle est la seule qui n'a pas mon écran, c'est tout. Je ne vois pas l'écran. Est-ce qu'il est le seul qui ne voit pas mon écran? Donc, moi, je vois l'écran. C'est la connexion qui n'est pas bonne sûrement. Moi, quand même, Ouais. je vois l'écran aussi. Fatoma, essaie de peut-être sortir du Meet et tu reviens, voir si tu as l'écran ou pas. Oui, Pascal, dis-moi. Monsieur, moi, j'aimerais juste que, après, vous pouvez m'envoyer, est-ce que vous pouvez envoyer votre fichier? Oui, à la fin du cours, j'enverrai le document PDF dans le chat. Donc, non, moi, D'accord. j'aimerais bien que vous l'envoyez dans le chat, comme ça, on peut suivre directement, si possible. Non, ça va être à la fin. Toujours à la fin. C'est ce que D'accord. je fais toujours. Donc, vous allez attendre à la fin. D'accord, merci. C'était pas comme si on parcourait vraiment le cours. Hein. Le cours, il est vraiment volumineux, il est vraiment littéraire. Ici, on s'accentue beaucoup plus sur la pratique. Donc, c'est juste à terme justement d'indicatif qu'on puisse justement en fait le suivre. Sinon, vous l'aurez en fait à la fin. C'est bon? Ok, c'est bon, merci. Parfait. Oui, Souleymane, c'est quoi ta question? Oui, bonsoir. Oui, Je voulais bonsoir, ça va? savoir, oui, ça va. Lors de la création du projet, donc le nom qu'on Yes. donne, donc on le met obligatoirement en minuscule. Ouais, vous le Maintenant, mettez est-ce en que minuscule. c'est possible de changer ces noms-là lors du déploiement? Par exemple, Ouais, uptraining. bien sûr, bien sûr. En fait, le nom même que vous mettez là, ça n'impacte pas vraiment le déploiement. Pour justement, en fait, le nom en fait, que vous mettez lors du déploiement, déjà sur Play Store, en fait, il va demander en fait le nom de votre application sur l'interface en fait flotteur. Donc, c'est à vous de mettre en fait ce nom-là. Maintenant, à l'intérieur vraiment du code, en fait, pour changer, vous avez, c'est vrai, je pense qu'on en discutera un peu plus tard, mais déjà pour te donner des directives, quand tu rentres par exemple dans le dossier Android, tu as app, tu as SRC. Dans le dossier main, tu as un fichier qui s'appelle Android Manifest. Donc, à l'intérieur de Android Manifest, il y a un label en fait justement ici qui est app training. Donc, en fait, ce nom-là, c'est justement le nom en fait utilisé par l'application sur les téléphones Android. Donc, si tu ne veux pas que ça soit en fait ce nom, tu n'as juste en fait qu'à le modifier manuellement en fait toi-même ici. Après, c'est vrai qu'en flotteur, il y a des packages aussi qui nous permettent de pouvoir le modifier. Mais oui, effectivement, il y a la possibilité de le modifier. C'est bon? Ok, d'accord, c'est bon, merci. Super, je t'en prie. Oui, Mamadou. Bonsoir. Je voulais demander la création du Oui, fichier. dis-moi. Tu peux reprendre là, ça craqué, je n'ai pas vraiment entendu. Je voulais dire concernant la création du fichier, est-ce qu'on a besoin d'une extension ou bien pour la création? Oui, oui, par rapport à la création dans VS Code, justement, je pense que là, j'avais donné les directives la dernière fois. Normalement, lorsque vous suivez justement même l'installation justement de Flutter sur la documentation, vous devez en fait installer une extension de Flutter à l'intérieur de VS Code, que ce soit en fait dans VS Code ou dans Android Studio. Dans Android Studio, vous avez justement besoin de plugin donc Flutter. En VS Code, vous avez justement également besoin de ça. Quand je clique justement là, extension qui est là, et que vous retapez justement en fait Flutter, vous allez voir qu'il va donc vous proposer ça. Donc, il faut justement en fait installer l'extension de Flutter avant justement avoir la possibilité de pouvoir le créer dans le VS Code.
De la même manière, quand je prends par exemple Android Studio, donc ça c'est pour VS Code. Quand je prends donc Android Studio, je vais donc dans l'onglet plugin, d'accord? Au cas où justement en fait je travaille, je code en fait avec du Android Studio. Dans plugin justement, vous avez donc ici le plugin donc Flutter, qui est justement ici le plus utilisé. Donc c'est lui qui est tout en haut. Quand je clique sur install, en fait, il va donc m'intégrer le plugin de Flutter dans Android Studio. Ça permet justement de pouvoir créer en fait des projets aussi Flutter avec Android Studio directement. C'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Parfait. Je pense que dans le chat, j'espère avoir répondu aux questions de Emric et puis Emma. Donc, pour Android Studio et pour VS Code. Donc, dans VS Code, vous avez jusqu'à partir dans la partie donc extension, vous tapez Flutter, vous aurez ici Flutter à installer. Et si c'est Android Studio, donc vous avez donc l'onglet plugin qui vous permet de faire ça. Oui, Kosivi. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, je me Bonsoir, ça va? demander, le fichier qu'on télécharge sur Flutter, là, ça sert à quoi? Oui. Le fichier qu'on télécharge sur Flutter, c'est le SDK. Ce qu'on télécharge en fait ici sur Flutter, c'est le SDK justement en fait de Flutter. Et lorsque justement en fait j'ai le SDK, ce SDK me permet de pouvoir rendre disponible en fait Flutter sur ma machine. Donc ça en réalité c'est le rôle justement de ce SDK là. Maintenant, quand justement j'ai ce SDK qui me permet de rendre disponible Flutter sur ma machine, c'est ça qui me permet dans mon terminal ici, puisque le terminal lui il est relié à mon ordinateur. Donc, c'est lui qui me permet de pouvoir créer en fait les projets en fait Flutter à partir des lignes de commande parce que Flutter est dorénavant disponible. Maintenant, c'est en termes de raccourci, d'accord, que j'opte justement en fait à utiliser en fait Flutter et pardon, justement l'extension en fait de Flutter dans VS Code. Donc, c'est justement en fait par raccourci. Sinon, le projet justement en fait que j'ai créé dans mon terminal qui est ici App Training 2, je peux tout simplement en fait l'ouvrir dans VS Code et continuer en fait à coder. Et je n'ai pas en fait de problème. Mais justement pour faciliter en fait la création de projets dans vos éditeurs de code, donc que ce soit en fait VS Code ou encore Android Studio, c'est justement en fait pour ça que je rajoute en fait l'extension pour que je puisse en fait justement en fait créer ces projets-là. C'est bon? Parfait. Alors, est-ce que j'ai encore une main levée? Non, parfait. Donc, revenons à la structure de notre projet Flutter. Donc, je disais que les dossiers Android, iOS, Linux, macOS, Web et Windows correspondent ici aux dossiers dans des principales plateformes gérées par Flutter. Aujourd'hui, Flutter est le seul framework qui vous permet de pouvoir, à partir d'une seule base de code, générer en fait les applications pour tous les types de plateformes. Donc, Flutter vous permet de pouvoir créer une application donc Android. Donc, c'est pour ça qu'on a un dossier Android ici. Ça vous permet de pouvoir créer donc une application iOS. Donc, vous avez le dossier iOS justement pour ça. Ça vous permet de pouvoir créer en fait ici une application desktop donc dédiée donc à Linux. Ça vous permet d'avoir une application desktop dédiée à macOS, une application desktop dédiée donc à Windows et également donc la possibilité de vous permettre de créer une application web. Donc, c'est à ça que sert donc le dossier web là. Dans ces fichiers spécifiques là, ce sont donc ici les dossiers donc spécifiques donc au système donc d'exploitation. Donc en fait ils sont là parce que souvent en fait pour le développement de certaines plateformes spécifiques, on a besoin de faire par exemple certaines configurations et tout, autoriser peut-être certaines permissions, nanani, nanana. Donc en fait c'est à ça qu'ils servent. Sinon la plupart du temps, le dossier avec lequel vous allez plus interagir, il s'agit de ce dossier qui s'appelle lib. Donc, à l'intérieur, vous allez effectivement voir que dans lib, on a quoi? On a le fichier donc main.dat qui est effectivement donc le point d'entrée. Et peut-être le dossier avec lequel vous allez également plus interagir, c'est le dossier qui s'appelle test à l'intérieur qui permet également d'écrire en fait les tests unitaires pour ceux qui sont orientés dans test. Alors, après ces dossiers-là, on retrouve des fichiers. Donc, le git ignore, je pense que je n'ai plus expliqué. C'est un fichier justement de GitHub qui permet de pouvoir ignorer donc certains fichiers. Vous avez le dossier metadata. Donc, ça, c'est pour donc, les métadonnées. Ensuite, vous avez un fichier donc d'analyse. Donc, ça, c'est spécifique en fait pour Flutter. Ça permet ici de pouvoir nous sortir en fait des warnings, etc. Vous avez un fichier YML également. Bon, ça, c'est pour les modules. Ce n'est pas assez important. Et les deux autres fichiers importants, il s'agit de ces fichiers que nous appelons
pubspec.yaml et le fichier pubspec.log. Alors, le fichier pubspec.yaml, c'est un fichier qui vous permet de pouvoir configurer votre application. À l'intérieur, vous retrouvez tous les paramètres de configuration. Donc, le nom de votre application, la description de l'application, la version de l'application, la version du SDK utilisé par l'application et également ici les dépendances externes et internes justement de votre application. Donc, à l'intérieur du fichier pubspec.yaml, déjà à la ligne 1, vous avez name. Donc là, c'est le nom justement que nous avons donné à notre application tout à l'heure lors de la création. Après, vous avez le description qui vous sort ici la description. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce fichier-là, on a donc les commentaires. Donc, ça vous permet également de mieux comprendre concrètement à quoi servent en fait toutes les parties justement de ce fichier. Alors, là, ici, sur la ligne 5, on a Publish To. En fait, lui, il est plus utilisé lorsque vous êtes en train de créer en fait un package, d'accord, au lieu donc ici d'une application classique. Donc, par défaut, il est anonyme. Ensuite, sur la ligne 19, vous avez Version. Le Version vous permet ici de gérer en fait la version de votre application. Donc là, actuellement, nous sommes sur la version 1.0.0. Donc après, lorsque nous ferons en fait des déploiements, il faut donc naturellement en fait changer ces versions-là pour justement permettre à vos utilisateurs de pouvoir bénéficier des mises à jour sur les stores. Ensuite, ici, nous avons sur la ligne 21 et la ligne 22, Environment SDK. Ici, il nous met ici la version justement en fait de notre SDK. Donc la version SDK en fait qu'on utilise, c'est sa version en fait qui est là. Ensuite, sur la ligne 30, vous avez ici les dépendances internes justement utilisées en fait par votre projet, donc votre application. Et regardez ici la ligne 31, 32, on nous dit que notre application utilise comme dépendance en fait ici Flutter. C'est pour vous dire que en réalité, votre application, d'accord, a comme dépendance en fait ici le framework Flutter. Pourquoi? Nous disons en fait tout à l'heure que même votre application en réalité, c'est comme un widget en fait dans le framework en fait Flutter. Donc en réalité, si ceci en fait n'est pas là, ce qui veut dire que votre application qui est là, ce n'est pas justement en fait une application Flutter. Donc tout ce qu'en fait on a, c'est vraiment classique. Pour justement en fait utiliser ou bénéficier justement en fait de tout ce que Flutter nous offre, donc comme widget et tout ça, nous avons ici donc une dépendance interne donc pour justement en fait aller bénéficier donc de tout ça avec donc la ligne 31 et la ligne 32 pour ajouter donc ces dépendances internes. Donc après la dépendance donc à Flutter, nous avons donc ici également une autre dépendance ici qui est Cupertino Icon. Donc ici, c'est un package en fait d'icônes qui vous permet ici d'avoir les styles, les icônes en fait de style iOS. Ensuite, vous avez le Dev Dependency, donc les dépendances en fait liées en fait au développement. Pour ceux qui ont déjà manipulé les fichiers en fait composer.json ou encore package.json, en fait, c'est la même chose que ce fichier en fait que nous sommes en train de parcourir. C'est vraiment en fait un fichier de dépendance en fait de votre application. Donc après, sur la ligne 54 jusqu'en bas, vous avez en réalité d'autres configurations de Flutter. Ça vous permet ici de dire que votre application utilise en fait Material Design comme ici le design de votre application. Et un peu plus tard, tout à l'heure, lorsque nous aurons besoin d'afficher en fait des images, d'accord, dans notre application, nous allons également interagir avec ce fichier-là. Donc, il faut noter que ce fichier-là, vraiment, c'est un fichier de configuration donc incontournable dans votre projet Flutter. Maintenant, lorsque vous rajoutez justement en fait ces fichiers-là et que vous sauvegardez, il est stock dans ce que nous appelons en fait le pubspec.log. Le pubspec.log, c'est vraiment un fichier en fait d'historique de tout ce que vous avez comme dépendance. Donc, lorsque vous avez, par exemple, une application que vous avez créée aujourd'hui et que vous rajoutez des dépendants, vous enlevez, vous modifiez, même sur 5 ans, en fait, tous les éléments, en fait, sont à l'intérieur donc, de pubspec.log. Donc, le pubspec.log garde, en fait, ici, vraiment l'historique, en fait, de toutes les dépendances et également d'autres, justement, en fait, dépendances utilisées par votre framework. Alors, maintenant que nous avons parcouru, en fait, la structure, nous allons donc maintenant pouvoir interagir avec ce fichier-là qui est le main.dart. Donc, à l'intérieur du dossier libre, vous avez le fichier main.dart qui est ici le point d'entrée de votre application. Tout à l'heure, lorsque nous créons en fait l'application Flutter, il y avait en fait pas mal d'options. On avait vu application, on a vu empty application et également d'autres éléments. D'accord? Donc, lorsque je prends justement le premier, le code d'exemple en fait qui me génère, c'est ce code-là. En soi, c'est une petite application qui permet de pouvoir ici incrémenter. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est de compiler en fait ceci et après, donc, je vais expliquer. Pour la compilation, j'ai besoin soit d'un émulateur, d'accord, soit tout simplement en fait d'un navigateur. Donc, lorsque vous êtes dans le fichier main.dart, au niveau donc de la barre
inférieur ici, vous avez les différents éléments. Donc là, vous avez ici les options, en fait, justement, en fait, d'émulateur que vous pouvez utiliser pour la compilation. À l'intérieur, si vous avez justement, en fait, un appareil connecté, vous aurez donc ici le nom de votre appareil, d'accord? Sinon, vous aurez par exemple ici la possibilité justement de dire que je veux compiler avec Chrome, d'accord? Ou je veux justement compiler avec Mac, etc. Toutes les options que vous avez. Maintenant, tout en bas ici également, vous avez justement la possibilité d'utiliser en fait vos émulateurs. Donc là, si je veux compiler en fait avec un émulateur, d'accord, j'ai également donc la possibilité donc de le prendre là. Mais il faut savoir que après, tout dépend vraiment de ce que vous êtes en train de faire. Pour aller plus rapidement, vous pouvez également utiliser donc le navigateur pour compiler. Ça permet donc d'avoir un rendu très vite. Oui, Timothée, dis-moi. Bon, je sais pas si vous avez déjà essayé le débogage sans fil, mais bon, moi, dès que Oui, j'essaie, ça marche une fois sur deux, en fait. Je comprends pas trop pourquoi. oui, le débogage, ça marche toujours pour moi. Il faut juste assurer que ton device en fait et ton ordinateur sont sur le même réseau. Après, ça marche. Tu n'as pas normalement de problème avec ça. Là, par exemple, le iPhone justement que j'ai là, il est en débogage en fait justement sans fil. Assure-toi que tes deux appareils sont sur le même réseau et tu devais normalement pas avoir de problème pour ça. Bon, en vrai, les deux appareils sont sur le même réseau en Mhm. permanence, mais Quand tu pourtant, as ça marche. l'erreur, tu as quel type d'erreur? Bah, j'ai pas vraiment d'erreur, en fait. C'est avec le code QR que j'essaie, c'est Android Studio que j'utilise. Donc, quand Ah je scanne le oui, ok. code, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et puis bon, à un moment, j'en ai marre, et puis, Ok, sûrement, peut-être c'est la session justement du QR code. Moi, celui que j'utilise, en fait, il compile directement sans passer par en fait un intermédiaire de code QR en fait ou pas. Il compile directement même. Il suffit juste en fait que les deux éléments soient sur le réseau et puis voilà, ça passe vite fait. Pas besoin justement de scanner en fait un code ou pas. et comment ça se passe? Essaie avec le VS Code et tu me dis si ça passe ou pas. Ok. Parce que je pense avec Android Studio, il passe par un intermédiaire justement qui est justement en fait le scan de QR code. Sinon, normalement, quand tu scannes est-ce que par défaut, ton téléphone justement en fait supporte le débugage en fait sans fil? Oui, oui, c'est Android 14 ou 15 que j'ai, je Ouais, pense. normalement, si tu supportes, tu ne devais pas avoir de problème avec ça, hein. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec le débugage sans fil. À moins que les deux appareils ne sont pas sur le même réseau. Restez avec le VS Code et tu me dis ce que tu as. Ok. Donc là, par exemple, donc, je disais qu'on a donc la possibilité de partir sur un navigateur. Donc, pour ceux qui n'ont pas peut-être d'émulateur, je peux donc partir en fait de Chrome, par exemple, pour justement compiler. Soit je prends donc ici un émulateur que j'ai déjà. J'attends donc qu'il se lance. OK. Et là, donc, je vais lancer ma compilation. Donc là, c'est effectivement donc, mon émulateur qui est donc sélectionné à ce niveau. Donc, en réalité, les émulateurs, on arrive à les avoir grâce justement en fait à Android Studio. Donc, c'est pour ça, en fait, dans le processus justement de configuration de votre environnement footer, vous avez besoin d'Android Studio. C'est grâce justement en fait à Android Studio que vous obtenez justement en fait les émulateurs. Donc, on attend la fin de la compilation.
Oui, Timothée. Donc, le temps qu'ils sont en train de charger, là, vous pouvez nous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire pour, comment je peux dire ça? Le débogage sans fil avec VS Code. Le débogage sans fil, il faut juste en fait que ton appareil en fait supporte justement le débogage sans fil. Si ne le supporte en fait à la base, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut justement en fait faire certaines autres configurations. Et ça prend en fait assez de temps. Donc là, il faut juste en fait t'assurer que ton appareil en fait il supporte le débogage sans fil. Normalement, quand tu rentres dans les paramètres de justement de développeur, si ça supporte en fait le sans fil, tu as normalement cette option-là et tu as juste en fait qu'à activer. Mais pour la première fois, il faut que le fil en fait soit branché justement en fait à ton appareil. Tu lances pour une première fois et juste après, tu as la possibilité en fait de pouvoir débugger sans le fil en fait. Ah, ok, je vois. Donc, est-ce que dans tes paramètres de développeur, tu as cette option-là qui est activée déjà? Oui, j'ai cette option-là. C'est là-bas qu'on peut scanner le code QR. On peut aussi se connecter avec un code. On peut aussi se reprendre. Je n'ai pas compris ça, bugger à la fin. En fait, il y a deux options pour le débogage sans fil. Soit je connecte avec un code QR, soit je connecte avec un code, genre, bon, des lettres et des chiffres, quoi. Bon, les deux options ne marchent pas. Bon, ne marchent pas tout le temps. Il y a certaines fois où ça marche, il y a d'autres. En fait, justement, là, c'est qui veut dire que en soi, ce que tu as comme justement en fait option, en fait, c'est pas vraiment du débogage en fait sans fil qui est là, parce qu'en fait, les appareils qui le supportent en fait nativement, quand la fois, en fait, cette option en fait de rien faire. Maintenant, en fait, quand c'est un scan en fait qui est fait, où tu passes justement en fait par le remplissage justement en fait des caractères justement en fait pour pouvoir matcher et combiner en fait avec avec ton ordinateur en fait et compiler. En fait, ce qui veut dire qu'en fait, à la prochaine fois, il va falloir que tu désactives en fait et que tu réactives avant de pouvoir en fait le faire à nouveau. Là, tu n'as pas le choix en fait. Obligatoirement, c'est ce que tu dois faire. C'est pour ça que ça ne marche pas tout le temps, je vois. Exactement. C'est pour ça que ça ne marche pas tout le temps. C'est pour ça que ça ne marche pas tout le temps. Parce que par défaut, s'il est supporté, tu n'as même pas besoin de faire autant de forts. Hein. OK, donc notre application par défaut s'affiche donc comme ceci. Donc là, vous avez le nom de l'application qui est mis là. Enfin, ce n'est pas le nom qu'on a donné, c'est un nom qui est directement en fait mis dans le code. On va le voir tout à l'heure. Là, vous avez donc ici une page qui s'affiche avec donc un test et un bouton qui vous permet justement de pouvoir donc incrémenter donc cette valeur-là. Donc, c'est l'application par défaut qui est créée lorsque nous initialisons justement donc un projet Flutter. Alors, rapidement, essayons de parcourir ce code-là. Lorsque je rentre dans le fichier main.dart, sur la première ligne, vous avez une importation d'un package appelé Flutter/Material. En fait, le package Flutter en fait, qui est là, oui, Lamine. Oui, bonsoir. Au fait, on ne voit pas votre écran. Attends, le partage, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attends, je relance. Vous me confirmez quand c'est bon. OK, parfait. D'accord. Alors, donc je reviens dans le fichier. Donc, je disais que sur la première ligne, vous avez une importation justement en fait d'un package. Si vous remarquez bien, vous avez package de points et vous avez donc Flutter. Donc, en fait, le package Flutter là correspond à ce que nous avons vu en fait comme dépendance dans le fichier YAML. Donc, en réalité, ce package justement en fait qui est importé là, c'est ce package-là qui est utilisé donc ici. Donc, à l'intérieur du package, on cherche en fait ici un fichier qui s'appelle Material Dart. Alors, tout à l'heure, nous allons plus expliquer ça, mais déjà, il faut noter que lorsque vous faites en fait du Flutter, comme je l'ai dit, à la base, le Flutter vous permet justement de pouvoir créer des applications Android et des applications iOS, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que si vous prenez nativement, d'accord, une application Android et que vous regardez les styles, vous allez voir que
c'est totalement en fait différent des composants qui sont utilisés sur une application iOS, n'est-ce pas? Donc, pour ça, en Flutter, vous avez en fait justement la possibilité de créer en fait une application, d'accord, en optant pour un design Android, donc matériel, ou en optant justement pour un design iOS, donc que nous appelons donc Cupertino, d'accord? Donc là, le matériel en fait qui est là, c'est pour dire que l'application en fait que nous sommes en train de créer par défaut, le style qui est utilisé, donc c'est le style donc Android, donc qui se base donc sur du matériel. Et avec Android, lorsque nous faisons en fait du matériel aujourd'hui, c'est plus justement en fait du matériel 3 qui est utilisé pour ça. Alors, ensuite, sur la ligne 3 à la ligne 5, vous avez donc le void main. Le void main, je pense que je n'ai plus à revenir là-dessus. La dernière fois, on avait dit que dans tous les fichiers où vous retrouvez justement en fait du void main, c'est que c'est ce fichier-là qui est justement donc le point d'entrée. À l'intérieur, vous avez une ligne où c'est écrit run app et à l'intérieur, on passe donc ici une instance de la classe myApp. Le run app, c'est une fonction qui vous permet en fait de pouvoir ici exécuter tout votre code donc, sous forme d'application. Donc, c'est parce que ici, je vais donc lancer, d'accord, mon code en fait sous forme d'application que j'ai donc ici la fonction le run app. À l'intérieur, maintenant, je lui spécifie en fait justement en fait la classe en fait principale qui va donc être utilisée comme ici mon application. Donc, à l'intérieur, vous avez une instance donc d'une classe donc myApp. Et ici, donc, vous avez donc la déclaration donc, de la classe avec tous ces bazars-là. Alors, allons voir la déclaration justement de cette classe myApp. Nous avons donc la classe myApp ici qui est là et qui hérite de stateless widget. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on a parlé de la PO, mais il y a, je pense, la notion d'héritage dont on n'a pas parlé. Avant de continuer, oui, Alexis, dis-moi. Alexis, dis-moi. Oui, monsieur, si vous me permettez, au fait, moi, je ne vois que la fenêtre de discussion et non la fenêtre de VS Code. La fenêtre de VS Code est juste à côté, là. Là, je ne suis même pas dans la fenêtre de discussion. C'est juste, en fait, la liste justement, en fait, des participants. OK. Ta connexion est assez stable. Les autres, vous avez quoi? Les autres, vous avez quoi? Non, c'est la même chose. Là, actuellement, tu as quoi? C'est la même chose. Qu'est-ce qui est affiché chez toi? Toujours la même chose? Oui, c'est la même chose. Personne concernant la fenêtre seulement de la description. C'est ça seulement qu'on voilà. Je ne sais pas, peut-être que ça a bugué. Et les autres, OK, voilà, il dit que ça s'affiche bien. Peut-être, tu vas peut-être essayer de sortir et revenir rapidement. Peut-être ça a bugué un temps parce que j'ai quitté la fenêtre de discussion depuis. OK. Donc, je disais donc que sur la ligne 7, nous avons donc effectivement la déclaration donc, de la classe. Et ici, il y a donc ici une instruction peut-être qui peut faire peur à certaines personnes. Donc là, en fait, ici, il s'agit tout simplement en fait d'un héritage. Alors, en PO, la dernière fois, nous avons rapidement en fait commencé la PO. Je pense qu'on n'a pas parcouru en fait toutes les notions, mais vous avez ce que nous appelons en fait la notion d'héritage. Donc, lorsque vous manipulez en fait plusieurs classes, vous avez la possibilité donc d'hériter en fait une classe, d'accord, à partir donc d'une autre. Supposons, je prends un exemple concret, d'accord. Vous avez par exemple en fait une classe qui s'appelle, je dis n'importe quoi, vous avez une classe en fait qui s'appelle fruit, d'accord. Quand je prends en fait par exemple la classe fruit, disons qu'au niveau donc des fruits, j'ai le fruit orange, d'accord. Disons que nous avons le fruit orange. Et justement, en fait, le fruit orange, vous avez justement en fait plusieurs types en fait d'orange. Donc, je peux par exemple avoir une autre classe orange qui va en fait hériter de la classe fruit. Ce qui se passe, c'est que lors de l'héritage, toutes les propriétés ou toutes les méthodes que nous avons définies dans la classe mère descendent en fait dans la classe fille. Donc, toutes les propriétés et méthodes que nous allons déclarer dans la classe fruit va descendre donc au niveau donc, de la classe orange.
Donc, ce qui se passe ici sur la ligne 7, c'est que la classe donc MyApp hérite donc ici de la classe donc stateless widget. Tout à l'heure, nous allons donc parler de ça. Maintenant, jusque nous avons donc ici un héritage justement de cette classe qui s'appelle stateless widget. À l'intérieur, nous avons donc ici un constructeur, donc MyApp, avec donc ici un constructeur nommé, d'accord? Et là, à l'intérieur, vous avez donc super.key. Donc là, c'est pour lui dire qu'il utilise quoi? La propriété key donc de la classe mère qui est donc stateless. Vous allez remarquer un const qui est ici et que vous allez également remarquer un const qui est là. Le const, en fait, qui est là et là, c'est un élément introduit dans Flutter pour ici optimiser votre application. Lorsque vous rajoutez en fait un const, d'accord, à une déclaration comme ceci, l'application en fait comprend que cette instruction-là, en fait, elle est constante. Et en fait, elle n'a pas besoin d'être actualisée dans tout le temps. Donc, au niveau donc, de l'optimisation, lors de la compilation, en fait, il ne va pas justement en fait reprendre ces éléments-là donc à chaque fois. Donc, ce qui permet également de pouvoir améliorer donc la performance de votre application. Ensuite, lorsque vous héritez tout à l'heure, j'avais parlé du fait que lorsque vous héritez donc une classe, vous avez donc les propriétés et les méthodes donc qui viennent donc dans la classe fille. Donc là, nous avons une méthode, une fonction ici qui s'appelle build et le mot-clé qui est là, override, c'est pour dire que nous sommes en train de réimplémenter la fonction build qui est présente dans la classe stateless. Donc cette fonction-là renvoie donc un widget. Le widget en fait qui est renvoyé, ce widget-là nous permet ici de pouvoir concevoir en fait notre interface graphique qui est là. Donc en fait, c'est cette fonction build-là qui nous permet en fait d'avoir tout ce que nous avons actuellement sur notre émulateur. D'accord? Donc, à l'intérieur, cette fonction-là prend en paramètre ce que nous appelons un build context. Nous allons peut-être expliquer un peu plus ça plus tard. Mais il faut comprendre que le build context, en fait, il permet ici de pouvoir ici garder une instance justement en fait de notre interface graphique. Donc, à l'intérieur de build, vous avez ici un return. Le return nous envoie une application matérielle. Tout à l'heure, nous avons importé cette instruction-là. Donc, je vous disais qu'on est en train donc de créer une application qui se base justement en fait sur du matériel. Donc, à l'intérieur de MyApp et à l'intérieur donc de build, ce build-là nous permet donc d'avoir toute notre application. Et là, nous lui disons en fait que nous sommes en train de créer en fait une application donc basée sur du matériel. Donc, c'est pour ça là que nous avons mis donc Material App. Donc, s'il s'agissait justement d'une application basée sur le style iOS, nous allons donc plutôt ici mettre Cupertino App. Donc, à l'intérieur de Material App, ici, c'est le Material App également utilise un constructeur nommé. En fait, la plupart du temps, toutes les classes que vous allez voir, d'accord, en Flutter, manipulent en fait ce que nous appelons les constructeurs nommés. C'est pour ça qu'on en a parlé donc la dernière fois. Et en réalité, ceci-là, Material App que nous voyons en fait ici, on l'appelle en fait un widget. En fait, le widget, tout à l'heure, on en parlait, nous disons que c'est un élément structurel qui nous permet de faire nanani, nanana, mais concrètement, côté pratique, ce que nous appelons en fait un widget, c'est tout simplement en fait une classe. Donc, c'est une instantiation en fait d'une classe. Donc là, en réalité, le MyApp que nous avons ici, en fait, lui-même, en fait, c'est un widget. Donc là, nous sommes en train de déclarer en fait un widget qui hérite de stateless widget. D'accord? Mais côté pratique, ce qu'il faut faire, en fait, ce sont des classes, en fait, que nous appelons en réalité des widgets. Donc là, le return ici retourne un widget, d'accord, Material App. Et à l'intérieur, nous avons donc ici dans le constructeur des paramètres donc ici auxquels il faut donner des valeurs. Donc, on a le title qui nous permet en fait ici de donner le nom de notre application, donc le Flutter Demo. La plupart du temps, le Flutter Demo, alors, c'est quelque chose normalement que vous voyez ici sur certains types d'Android. C'est vrai que bon, dorénavant ici, il ne s'affiche plus vraiment, mais c'est vraiment en fait le type de votre application. Ensuite, vous avez une propriété qui s'appelle theme, qui permet ici de pouvoir configurer donc le theming de votre application. Donc, au niveau de thème, il faut lui envoyer comme valeur ici un widget, donc qui est en fait une instance d'une classe, d'accord? Donc, à l'intérieur, vous avez encore des propriétés qui utilisent certains autres types de widgets. Et là, par exemple, vous avez une propriété qui s'appelle useMaterial3. Donc, pour le dire que nous utilisons en fait ici pour ce style-là, en fait, le Material 3. Après, donc, le theming, on précise ici la page d'accueil justement à utiliser. En fait, jusque-là, dans le Material App, ce que j'ai mis ici, c'est que je suis en train de créer donc une application. Et justement, en fait, c'est cette classe-là qui est utilisée